J'ai tué mon frère d'un coup de couteau dans le ventre, sous la pluie battante des quais de Seine, et j'ai souri en voyant sa vie s'écouler comme l'eau sale du fleuve. Mes parents, ces ombres hypocrites de la bourgeoisie parisienne, m'avaient appris que l'honneur familial valait plus que la justice, mais ils n'avaient jamais imaginé que je l'appliquerais à leur manière, par le sang. Ce soir-là, alors que les sirènes hurlaient au loin, j'ai réalisé que la trahison n'était pas un mot, mais une lame aiguisée qui coupe les liens les plus sacrés. C'était lors d'une réunion familiale, dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement, que tout a basculé. L'air était lourd d'odeur de cuisine bourgeoise, foie gras et vin de Bordeaux, et les rires fins masquaient à peine la tension. Mes parents, ces piliers de la société, avec leur tailleur Chanel pour elle et son costume sur mesure pour lui, ont mentionné utiliser ma part d'héritage pour rembourser la dette de mon frère aîné, Étienne. C'est pour le bien de la famille, mon fils, a dit mon père, les yeux fuyant vers la fenêtre donnant sur la tour Eiffel illuminée. Ma part, celle que j'avais gagnée à la sueur de mon front, en tant qu'avocat pénaliste, défendant des âmes perdues dans les couloirs glauques du palais de justice. Étienne, lui, avait tout dilapidé, casino de Deauville, maîtresse à Saint-Tropez, et un empire d'affaires fictives qui s'effondrait comme un château de cartes. Je me souviens de ce moment comme d'un coup de poignard invisible. J'étais assis là, entouré de cousins en robe de soirée et de tantes parées de bijoux hérités, et j'ai senti le monde se fissurer. « Mes pères, c'est mon argent », ai-je murmuré, la voix tremblante. Ma mère a posé sa main manucurée sur la mienne, un geste qui se voulait apaisant mais qui puait la condescendance. « Alexandre, tu es le plus stable. Étienne, il a besoin de nous. C'est ton frère. Ton frère. » Ces mots, prononcés avec cette intonation typiquement française, mi-aristocratique, mi-catholique, ont allumé une étincelle dans mes veines. Stable? J'étais l'ombre qui portait le fardeau, le fils invisible qui payait pour les excès des autres. La soirée s'est poursuivie en un ballet de faux-semblants. Étienne est arrivé en retard, comme toujours, avec son sourire carnassier et son parfum trop cher qui masquait l'odeur de la défaite. Il m'a serré la main, ses yeux verts pétillants d'une malice que je connaissais trop bien depuis l'enfance. « Frérot, merci pour tout », a-t-il susurré à mon oreille, comme si c'était une faveur, pas un vol. J'ai hoché la tête, ravalant ma bile, tandis que les verres tintaient et que les conversations déviaient vers les scandales du quartier. L'affaire du ministre corrompu, les grèves des cheminots. Mais dans ma tête, un plan germait déjà, sombre et inexorable, comme les brumes qui enveloppent la capitale au petit matin. Les jours suivants ont été un tourbillon de rage contenue. Je marchais le long des boulevards, évitant les cafés bondés du Marais où les intellectuels disséquaient la vie avec leurs croissants et leurs existentialismes bon marché. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, me semblait soudain un labyrinthe de trahison. J'ai fouillé dans les papiers familiaux, ces archives jaunies que ma grand-mère gardait dans un coffre à la banque de la rue de Rivoli. Là, j'ai découvert le premier secret. Étienne n'était pas seulement endetté. Il avait falsifié des documents pour détourner des fonds de l'entreprise familiale, une petite maison d'édition qui avait vu naître des chefs-d'œuvre de la littérature française. Pire, il m'avait impliqué, à mon insu, dans une de ces arnaques. Mon nom figurait sur un contrat bidon, me rendant complice aux yeux de la loi. La nuit, je ne dormais plus. Allongé sur mon lit étroit dans mon appartement du 20e arrondissement, près du Panthéon où reposent les grands traîtres de l'histoire, je revivais l'enfance. Étienne, l'aîné charismatique, qui me volait mes jouets et me faisait porter le chapeau pour les bêtises. Nos parents, toujours à le défendre, il est sensible, Alexandre. Toi, tu es fort. Fort. J'étais leur bouc émissaire, le fils qui gagne titaille, comme diraient les Vietnamiens dont j'avais défendu certains dans des affaires de drogue. Une ironie amère, moi, avocat des damnés, devenant moi-même un damné. J'ai commencé à enquêter discrètement. Un détective privé, un ancien flic limogé pour corruption, un type nommé Duval, avec une cicatrice sur la joue et un cynisme à couper au couteau. La famille, c'est le pire des cartels, m'a-t-il dit en sirotant un pastis dans un bistrot de Belleville. Ces rapports sont arrivés comme des gifles. Étienne avait une maîtresse, une actrice ratée des théâtres de l'Odéon, qui servait de prête-nom pour ses fraudes. Et ma mère? Elle savait tout, couvrant ses traces avec l'élégance d'une duchesse déchue. Un chèque falsifié, daté de mon anniversaire, avait servi à payer une dette de jeu. J'étais le pantin, les ficelles tenues par ceux que j'aimais le plus. La tension montait, UAM et oppressante, comme l'air avant un orage sur la côte d'Azur. J'ai confronté ma mère un après-midi, dans son salon aux tapisseries Louis XV. « Maman, pourquoi ?» ai-je demandé, la voix brisée. Elle a allumé une cigarette, exhalant la fumée comme un voile de mensonge. « Parce que la famille passe avant tout, Alexandre. Et toi, tu survivras. » Survivre, ces mots m'ont consumé. Ce soir-là, j'ai acheté un couteau chez un antiquaire du quartier latin, une lame forgée à tiers,
aiguisée pour les vendanges mais parfaite pour la vengeance. Les semaines suivantes ont été un jeu d'ombre. J'ai feint l'acceptation, dînant avec Étienne dans des restaurants étoilés de la rue du Faubourg Saint-Honoré, écoutant ses vantardises sur ses « affaires en or ». Il riait, inconscient du poison que je distillais dans nos conversations, des indices subtils pour le pousser à l'erreur. Paris, avec ses ruelles étroites et ses secrets enfouis sous les pavés, devenait mon allié. J'ai rencontré des contacts sombres. Un hacker de la banlieue qui a piraté les comptes d'Étienne, révélant des transferts illicites vers des paradis fiscaux suisses. Chaque découverte était une brique dans le mur de ma fureur. Un soir, lors d'une réception au Louvre, sous les regards impassibles des statues antiques, j'ai vu Étienne flirter avec une jeune héritière, promettant monts et merveilles avec l'argent qui était le mien. Ma main a tremblé sur mon verre de champagne. C'est là que j'ai décidé. La revanche ne serait pas légale, pas cette fois. Les tribunaux que je connaissais si bien étaient corrompus par des hommes comme mon frère. Non, ce serait personnel, viscéral, à la manière des drames raciniens que j'avais étudiés à la Sorbonne, Phèdre, où l'amour se mue en haine mortelle. La pluie tombait drue quand je l'ai attiré sur les quais, prétextant une confidence. « Viens, Étienne, parlons comme des frères. » Il a suivi, arrogant, ignorant la lame dans ma poche. Le fleuve grondait, emportant les déchets de la ville, et avec eux, les illusions de notre lien fraternel. Le coup a été précis, entre les côtes, là où le cœur bat encore quand la vie s'enfuit. Il m'a regardé, surpris, puis un sourire tordu a déformé ses lèvres. « Tu !» Enfin, a-t-il murmuré avant de s'effondrer. Les sirènes ont déchiré la nuit, mais j'étais déjà loin, fondu dans la foule des noctambules qui titubaient vers les bars de Saint-Germain. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre, mais pas de regret. Seulement une satisfaction froide, celle d'un chirurgien qui incise pour guérir. J'ai regagné mon appartement, lavant le sang sous l'eau froide du lavabo, observant les tourbillons rouges disparaître dans l'égout comme les dettes d'Étienne. Paris dormait, ignorant que l'un de ses fils avait franchi le Rubicon. Le lendemain, les journaux en ligne bruissaient déjà. Meurtre mystérieux sur les bords de Seine, un homme d'affaires abattu. Pas de nom encore, mais je savais que ça viendrait. J'ai feint l'horreur lors de l'appel de ma mère, ma voix chevrotante au téléphone. « Maman, c'est horrible. » Étienne. Elle a sangloté, un torrent de larmes théâtrales, et mon père a pris le relais, sa voix d'avocat chevronné. « La police viendra, Alexandre. Sois fort. » Fort. Encore ce mot. Ironie du sort. C'est moi qui portais désormais le fardeau du crime, mais pas encore aux yeux du monde. Les funérailles ont été un cirque macabre, dans une église du 16e arrondissement, avec ses vitraux filtrant la lumière comme des mensonges pieux. La famille entière était là, en noir strict, les femmes voilées de dentelle, les hommes raidis par le deuil. Ma mère s'est effondrée sur le cercueil, hurlant des imprécations contre ce monde cruel. J'ai tenu sa main, sentant le tremblement de sa culpabilité refoulée. Étienne reposait là, pâle et serein, maquillé pour l'éternité. J'ai murmuré une prière silencieuse, non pour son âme, mais pour la mienne, celle que je forgeais dans le feu de la revanche. La police est arrivée 2 jours plus tard, 2 inspecteurs en trench-coats usés, sentant le tabac froid et la frustration des enquêtes non résolues. L'inspecteur principal, une femme nommée Leclerc, aux yeux perçants comme ceux d'une chouette, m'a interrogé dans notre salon familial. « Votre frère avait des ennemis, monsieur ? Des dettes. » J'ai nié, les larmes aux yeux, un talent appris dans les tribunaux. Il était aimé, inspecteur. Un pilier. Elle a hoché la tête, mais son regard s'est attardé sur moi, comme si elle flairait le mensonge sous la peau. C'est alors que le premier twist est survenu, un secret chonju depuis des années, révélé par un coup de fil anonyme. Duval, mon détective, m'a contacté. Votre frère n'était pas qui vous pensiez. Il y a un testament, falsifié, qui vous déshérite complètement au profit d'une nièce imaginaire. Une nièce ? J'ai fouillé plus profond, et la vérité m'a giflé. Étienne avait inventé une fille illégitime pour détourner l'héritage, utilisant des faux papiers fabriqués par un notaire véreux de Neuilly. Pire, ma mère était complice, elle avait signé comme témoin. La trahison s'approfondissait, un puissant fond de duplicité familiale. La rage m'a consumé à nouveau. J'ai commencé à tracer les traces d'Étienne, visitant ses amants et ses associés dans les bas-fonds de la ville. Une nuit, dans un cabaret enfumé de Pigalle, j'ai rencontré sa maîtresse, une femme aux lèvres carmin et aux yeux lasses. Il m'a promis la lune, mais c'était votre lune à vous, a-t-elle dit, un verre de absinthe à la main. Elle m'a donné un dossier, des lettres, des photos, prouvant que nos parents avaient su pour ces fraudes dès le début, préférant me sacrifier pour préserver l'illusion d'une famille unie. Il vous haïssait en silence, parce que vous étiez trop honnête, a-t-elle ajouté, un sourire amer aux lèvres. Paris,
avec son rythme languide et ses explosions soudaines, amplifiait ma paranoïa. Je voyais des ombres partout, un voisin qui me saluait trop chaleureusement, un collègue qui posait des questions sur Étienne. J'ai armé mon appartement. Pas d'armes à feu, trop américain, mais des lames, des poisons subtils achetés chez un herboriste occulte de Montmartre. La vengeance n'était plus un acte isolé. C'était un art, inspiré des romans de Dumas que j'avais lus enfant, où le comte de Monte Cristo ourdit ses plans dans les catacombes. Ma mère m'a invité à dîner, seul, dans un restaurant discret du Champ-de-Mars. L'air était chargé d'électricité, comme avant un duel. « Alexandre, il faut qu'on parle de l'héritage », a-t-elle commencé, ses bagues scintillant sous les chandelles. J'ai souri, feignant la douleur. « Maman, Étienne est mort. Qu'importe l'argent ?» Elle a hésité, puis a lâché. « Ton père et moi. Nous pensions que tu comprendrais. C'était pour te protéger. » Protéger ? Le mot m'a fait éclater de rire, un rire sec, qui a fait se retourner les dîneurs. Me protéger de quoi ? De la vérité que vous avez enterrée. Elle a pâli, et j'ai vu la fissure dans son masque. « Qu'est-ce que tu sais ?» a-t-elle murmuré. « Tout, ai-je pensé. Au lieu de ça, j'ai glissé une enveloppe sous la table. Des copies des faux documents, des relevés bancaires. Lisez, maman, et priez pour que je sois clément. » Elle a tremblé, les yeux emplis de terreur, pas pour Étienne, mais pour elle-même. C'était le début de sa chute, une descente lente dans l'abîme que j'orchestrais. Les jours suivants, j'ai manipulé les médias. Un article anonyme dans Le Monde, suggérant que la mort d'Étienne était liée à ses dettes mafieuses. Les spéculations enflèrent. Était-ce la Camorra italienne? Des rivaux d'affaires? Ma famille se refermait comme une huître, mais je sentais la pression monter. Mon père m'a convoqué dans son bureau, un sanctuaire de livres reliés et de whisky écossais. « Fils, arrête ça. Tu vas nous détruire tous. » J'ai croisé son regard, si semblable au mien, et j'ai vu le reflet de ma propre noirceur. « C'est déjà fait, père. Par vous. » La tension culminait. J'ai planifié le prochain coup, exposer ma mère lors d'une gala de charité à l'Opéra Garnier. Elle, l'icône de la philanthropie parisienne, ruinée par un scandale financier. Mais alors que je affinais les détails, un appel de l'inspecteur Leclerc. « Monsieur, nous avons un témoin. Quelqu'un vous a vu près des quais cette nuit-là. » Mon cœur s'est arrêté. Le jeu venait de changer. La proie devenait chasseur, et vice-versa. L'interrogatoire au commissariat de la rue de la Lune a été un ballet de mensonges et de demi-vérités, éclairé par des néons blafards qui dansaient sur les murs écaillés. L'inspecteur Leclerc me fixait, son stylo tapotant comme un métronome funèbre. « Où étiez-vous la nuit du meurtre, monsieur Duval ?» Non, Alexandre Duval, mon nom complet, qui sonnait comme une sentence. J'ai raconté une fable, une nuit solitaire au Moulin Rouge, corroborée par un faux ticket que Duval avait fabriqué. Elle n'y croyait pas, ses yeux fouillant les miens comme un scalpel. « Votre frère vous a volé, n'est-ce pas? L'héritage, les dettes. La famille, c'est parfois un poison. » Ces mots m'ont transpercé. Était-elle une alliée ou une ennemie? Paris regorgeait de ces ambiguïtés, où les flics corrompus côtoient les justes. J'ai quitté le poste avec une mise en garde. « Ne vous approchez pas trop, inspecteur. Les ombres mangent les curieux. » Dehors, la ville bruissait de rumeurs. Les tabloïds titraient sur le fratricide caché, et ma photo circulait déjà, floutée mais reconnaissable. Rentré chez moi, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte. L'écriture élégante de ma mère. « Rencontrons-nous au Père-Lachaise. Minuit. Viens seul. » Le cimetière, ce royaume des morts illustres, avec ses tombes gothiques et ses chats errants, était le décor parfait pour une confrontation. La lune filtrait à travers les cyprès, projetant des ombres comme des doigts accusateurs. Elle était là, emmitouflée dans un manteau de cachemire, le visage ravagé par l'insomnie. « Alexandre, qu'as-tu fait ?» a-t-elle chuchoté, la voix brisée. J'ai ri, un son rauque qui a effrayé les corbeaux. « Ce que vous m'avez appris, survivre à tout prix. » Elle a reculé, trébuchant sur une pierre tombale, celle de Balzac, ironie du sort, l'écrivain des passions destructrices. « Étienne, il n'était pas ton frère de sang, a-t-elle lâché alors, un secret jaillissant comme du pus d'une plaie. Pas mon frère? Le monde a basculé. Ton père avait une liaison avant ta naissance. Étienne était de ceux. Fruit défendu. Nous l'avons élevé comme le nôtre, pour l'honneur. L'honneur. Ce mot maudit, pilier de notre lignée protestante alsacienne. La révélation m'a foudroyé. Toute ma vie, un mensonge. J'étais l'intrus, le vrai fils, Gann titaille pour un bâtard. La rage s'est muée en quelque chose de plus sombre. Une mélancolie UAM,
comme les complaintes de Verlaine que je récitais enfant. Et maintenant? Ai-je demandé, la lame sortant de ma poche, luisante sous la lune. Elle a supplié, à genoux dans la boue, pitié pour ton père. Pitié? Je l'ai laissé partir, mais pas indemne. Un coup superficiel à l'épaule, une cicatrice pour se souvenir. Le lendemain, le scandale a éclaté. Un leak anonyme, ma signature digitale, a révélé les fraudes de la famille dans la presse. Le Figaro titrait « Dynastie Duval, pillage et secret d'alcôve ». Mon père a été arrêté pour complicité, traîné menotté hors de son bureau, sous les flashs des paparazzis. J'ai regardé la scène à la télévision, un verre de cognac à la main, savourant le spectacle. Mais la victoire était amère. Paris, ma muse, me semblait soudain hostile, ses rues hantées par les fantômes de mes actes. J'ai fui vers le sud, direction Provence, où les vignobles s'étendent comme des tapis de sang. Là, dans une masse isolée près d'Aix-en-Provence, j'ai ourdi la phase finale. Duval m'a rejoint, avec des nouvelles. L'inspecteur Leclerc creusait, reliant les points. Elle est tenace, comme une vendange tardive. J'ai souri. Il était temps de l'impliquer ou de la briser. Une lettre forgée, signée de mon père, l'accusant de chantage. Elle a mordu à l'hameçon, me contactant pour un rendez-vous dans un café d'Avignon. La rencontre a été électrique. Assise en face de moi, un espresso fumant entre nous, elle a dit « Je sais que c'est vous, Alexandre. Mais je comprends. La trahison familiale. C'est le pire des crimes. » Comprendre? Était-ce de la pitié ou un piège? J'ai sondé son regard, y voyant un reflet de ma propre solitude. « Aidez-moi à finir », ai-je proposé, contre toute attente. Elle a hésité, puis hoché la tête. Une alliance improbable, née dans les cendres de la vengeance. Ensemble, nous avons tendu le filet à mon père. Un piège dans les calanques de Cassis, où la mer Méditerranée clapote comme un complot. Il est venu, hagard, suppliant « Fils, pardonne-moi ». Tout était pour te protéger de la vérité. La vérité, que j'étais le seul héritier légitime, mais qu'il m'avait haï pour ça, craignant que je ne démasque leurs mensonges. J'ai sorti le couteau, mais Leclerc l'a arrêté. Pas comme ça. La justice, pour une fois. J'ai reculé, le cœur déchiré. Était-ce la fin de ma revanche, ou son apogée? Non. La nuit suivante, seul sur les falaises, j'ai réalisé le twist. Étienne avait laissé une confession vidéo, programmée pour diffusion post-mortem. Elle accusait non seulement la famille, mais moi, me dépeignant comme le manipulateur en chef. Les médias ont explosé, le fils maudit, vengeance ou folie. Soudain, j'étais le monstre, traqué par la foule virtuelle de Twitter français, divisé entre pitié et haine. La chasse était ouverte, un lynchage médiatique à la française, où les intellectuels du Café de Flore disséquaient mon âme sur les ondes d'Europe 1. Alexandre Duval, victime ou bourreau? Titraient les unes, avec ma photo d'enfance superposée à celle du crime. J'ai fui plus loin, vers les Alpes, me terrant dans un chalet près de Chamonix, où la neige étouffait les cris du monde. Leclerc m'a suivi, non comme ennemi, mais comme ombre protectrice. « Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement », a-t-elle dit, allumant un feu dans la cheminée, les flammes dansant sur son visage fatigué. « Mais je peux vous aider à négocier. » Négocier? Avec qui, la justice ou mon propre démon? Les nuits étaient hantées par des rêves. Étienne revenant, riant de son tombeau, ma mère saignant sur la pierre tombale. J'ai fouillé les archives familiales une dernière fois, via un coffre-fort à Genève que Duval avait forcé. Là, le secret ultime. Un test ADN prouvant que mon père n'était pas le mien non plus. Un coup de théâtre. J'étais un Duval de façade, adopté dans l'ombre d'un scandale prénatal. La trahison culminait en absurdité. Une vie bâtie sur des mensonges en cascade, où chaque pilier familial s'effritait au toucher. La rage s'est muée en détachement froid, comme le vent glaciaire qui balayait les sommets. J'ai décidé de frapper une dernière fois, non par violence, mais par révélation. Un manifeste, envoyé aux médias, la famille Duval, un empire de faux-semblants. Dedans, tout, les fraudes, les bâtards, les dettes. Ma mère, libérée sous caution, s'est suicidée en le lisant, avalant des somnifères dans sa baignoire de marbre, laissant une note « Pardonne-moi, mon fantôme ». Mon père, en cellule, a imploré une rencontre. Je suis allé, à travers les barreaux de la prison de la Santé, où les échos des révolutionnaires passaient murmuraient vengeance. « Pourquoi, fils ?» a-t-il demandé, vieilli de 10 ans en un mois. J'ai souri, le cœur vide. Parce que vous m'avez appris que l'amour est une dette impayable. Il a avoué tout, l'adoption forcée pour couvrir une infidélité, Étienne comme bouclier contre les ragots. Nous t'aimions à notre façon. À leur façon, égoïste,
possessive, typiquement bourgeoise. J'ai quitté la prison sans un mot, mais avec une décision controversée, falsifier un pardon public pour le briser plus tard. De retour à Paris, la ville m'accueillit comme un paria. Les rues du Latin-Quartier, autrefois mon refuge, grouillaient de murmures. Leclerc m'a couvert, plantant de fausses pistes menant à des mafieux italiens. Mais le chaos trao approchait, un procès public où j'étais accusé de complicité dans la mort d'Étienne. Le palais de justice, ce temple de la raison française, devint mon arène. Devant les juges en toge rouge, j'ai plaidé non coupable, mais avec un twist, je porte le crime, car la famille m'y a forcé. Les gazettes en raffolaient, le martyr ou le monstre. Les témoignages affluaient, divisant l'opinion. Des cousins me défendaient, invoquant l'honneur provençal. D'autres, outrés, parlaient de dégénérescence morale. Leclerc a témoigné en ma faveur, révélant les fraudes familiales, mais accusant subtilement mon père comme commanditaire indirect du meurtre, un mensonge pour me sauver. Le jury était scindé, comme la nation sur l'affaire Dreyfus jadis. Mon avocat, un vieux renard de la Châtre, a plaidé la passion fraternelle, citant Corneille, au rage, au désespoir. La nuit avant le verdict, j'ai confronté mon père dans sa cellule, une visite clandestine arrangée par Duval. Finissons en, ai-je dit, la lame dissimulée. Il a ri, un son brisé. Tue-moi, et tu deviens eux. Il avait raison. La vengeance me rongeait, me transformant en l'image de mes bourreaux. Au lieu du coup fatal, j'ai pleuré, des larmes chaudes, libératrices, pour la famille que nous n'avions jamais eue. Adieu, imposteur, ai-je murmuré en partant. Le verdict est tombé comme un coup près, non lieu pour manque de preuves directes, mais une surveillance à vie. La foule dehors était partagée, hurrah pour les uns, huée pour les autres. J'étais libre, mais maudit, un homme qui avait lavé l'affront au prix de son âme. Paris, indifférente, continuait son tango éternel de joie et de peine. Pourtant, le twist final guettait. Des semaines plus tard, une lettre d'un notaire, l'héritage réel, révélé par le vrai testament d'Étienne, me léguait tout, non par amour, mais par haine finale. Prends-le, frère, et pourris avec. J'ai brûlé les papiers dans les jardins du Luxembourg, sous les statues stoïques. La revanche était complète, mais pyrrhique. J'étais riche, seul et brisé. Les mois suivants ont été un exil intérieur, une errance dans les méandres de l'âme que seuls les philosophes français osent sonder. Sartre et son enfer, c'est les autres, si pertinent. J'ai vendu l'appartement familial, ce mausolée de souvenirs empoisonnés, et acheté une petite maison à la campagne, près de Giverny, où Monet peignait ses nymphéas dans une lumière trompeuse de paix. Mais la paix fuyait, remplacée par des nuits d'insomnie où les fantômes dansaient. Étienne ricanant, ma mère suppliante, mon père brisé. Leclerc est devenu une constante, une ancre dans la tempête. Nos rencontres, d'abord professionnelles, ont glissé vers l'intime, des dîners dans des bistrots anonymes de Montparnasse, où le vin rouge déliait les langues. Pourquoi m'avez-vous aidé? Ai-je demandé un soir, sous la pluie fine qui lavait les boulevards. Elle a haussé les épaules, allumant une gauloise. Parce que j'ai vu pire. Et parce que vous êtes humain, malgré tout. Humain. Un mot qui sonnait comme une absolution ou une condamnation. La société, cette grande araignée parisienne, tissait sa toile autour de moi. Des invitations à des salons littéraires, où l'on me voyait comme un anti-héros romantique, des interviews refusées, où les journalistes flairaient le scoop. J'ai écrit un livre, anonyme au début, Les chaînes du sang, un récit voilé de ma saga, qui a grimpé les listes du best-seller comme un feu de paille. Les critiques étaient féroces, un pamphlet contre la famille ou une confession d'assassin. Les lecteurs se chiaient en fées, certains me voyant martyr, d'autres monstres. Un débat qui enflammait les dîners en ville, de la rive gauche à Neuilly. Mon père est mort en prison, d'une crise cardiaque, 6 mois après le procès. Pas de regret, mais une lettre finale. Tu as gagné, fils. Mais à quel prix? Le prix, une solitude abyssale, ponctuée de cauchemars où je revivais le coup de couteau, sentant encore la chaleur du sang sur mes mains. J'ai assisté à l'enterrement en secret, depuis les ombres d'un arbre au cimetière de Passy, voyant les hypocrites pleurer sur un cercueil vide d'amour. Était-ce vrai? Une arnaque? J'ai enquêté, avec l'aide de Leclerc, traversant la France en train, de Paris à Marseille, fouillant des vies brisées. La vérité, elle était réelle, une jeune femme de banlieue, piégée dans les filets d'Étienne comme tant d'autres. Son enfant serait un Duval, portant les gènes du chaos. J'ai hésité, l'abandonner, ou l'élever comme mon propre, Gagne Titaille une fois de plus? La décision a divisé même Leclerc. C'est ta rédemption ou ta chute finale. J'ai choisi la controverse, l'adopter, publiquement,
écrivant un nouveau chapitre où la vengeance cède à la paternité improbable. Les médias ont hurlé « Le fratricide sauve l'héritier du traître » ou d'hypocrisie suprême, Duval rachète son âme. Les faits se sont creusés, certains applaudissant un acte de grâce, d'autres criant à la manipulation. Paris, témoin éternel, a continué de briller, indifférente à mes tourments. Aujourd'hui, alors que l'enfant gazouille dans le jardin de Giverny, sous un soleil qui trompe comme les apparences familiales, je me demande, ai-je vengé l'affront ou l'ai-je perpétué? La lame est rangée, mais les cicatrices saignent encore. Dans cette France de passions contenues et de secrets enfouis, la revanche n'est jamais finie. Elle se réincarne, génération après génération, dans le sang et les larmes. Et moi, Alexandre Duval, je suis son humble serviteur, ou son plus grand fou. Fin.